Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette troisième vidéo concernant particulièrement les bactéries, on va travailler beaucoup sur les principales bactéries pathogènes, donc celles qui nous causent le plus de problèmes au niveau alimentaire. Donc, on va se concentrer sur ces bactéries-là. Je vais donner aussi quelques outils, quelques moyens de les détecter ou de les identifier, ces bactéries-là, ou je vais donner plusieurs références pour que vous puissiez aller chercher l'information vous-même. OK? Juste une petite note, je l'ai écrit justement sur la diapo. Donc, quand vous allez voir dans les différentes diapos, TIA, c'est pour toxine infection alimentaire. Donc, c'est juste un petit acronyme qui est plus facile à écrire. Et BAM, c'est un acronyme anglophone pour Bacteriological Analytical Manual. Pardon pour mon accent anglophone. C'est une ressource de protocole de laboratoire pour la détection et l'identification de bactéries, mais ce sont des protocoles standardisés américains. Mais je vous le donne quand même comme référence parce que c'est un outil très complet, donc vous pourrez vous y référer. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en laboratoire, dans le cadre de votre cours, on n'aura pas le temps de voir tous les tests pour toutes les bactéries. Ça prendrait un cours de 4 ans juste de microbiologie. Donc, on va parler des principaux tests utilisés concernant surtout les bactéries que l'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord. Donc, on va se concentrer là-dessus. Mais ça ne sera jamais complet. Peut-être qu'un jour, vous allez devoir identifier une bactérie qu'on n'aura peut-être même pas vue en laboratoire ici. Mais ce sera à vous, à ce moment-là, d'aller faire des recherches pour trouver les protocoles. Puis moi, je vais vous donner des outils pour trouver justement ces protocoles-là. Puis à ce moment-là, pouvoir vous débrouiller. Donc, en ayant les bases techniques en laboratoire, puis les bases théoriques aussi, bien, vous allez être en mesure d'aller chercher l'information qui vous manque. Donc, on y va avec ça. Et pour alléger la vidéo, je vais retirer mon image dans cette vidéo-ci. Donc, c'est parti. Donc, une différence importante entre infection alimentaire et intoxication alimentaire. C'est important de faire la distinction entre les deux. Donc, quand on parle vraiment d'une infection, c'est le micro-organisme lui-même qui va s'installer chez vous, donc dans votre corps, et va causer des problèmes. Quand on parle d'infection, il y en a deux types. Donc, une infection invasive, ce que ça veut dire, c'est que le micro-organisme ne va pas se contenter seulement de se déposer sur la surface de votre épithélium intestinal, par exemple, mais il peut détériorer cet épithélium-là, y entrer, puis peut-être se propager ailleurs dans le corps. Donc, on va avoir des infections invasives par la salmonelle, campylobactère, plusieurs virus. En fait, les virus doivent absolument entrer dans les tissus pour causer des problèmes. Donc, ils doivent être dans les cellules, contrairement aux bactéries qui, elles, peuvent survivre à l'extérieur de ces cellules-là. Infection non invasive. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement de lésion des tissus, mais les micro-organismes vont quand même pas s'insérer, mais se déposer à la surface, causer des problèmes, de l'irritation, de l'inflammation, peuvent sécréter des toxines aussi, qui, elles, vont créer des problèmes, des diarrhées, des choses comme ça. Si on parle maintenant d'intoxication, l'intoxication peut être due seulement à la présence de la toxine. Donc, toxine sécrétée dans l'aliment avant son ingestion. Donc, je ne sais pas moi, on va voir plusieurs exemples, là, mais vous, sans vouloir faire de mauvaise presse au buffet, là, mais c'est de bons endroits là, pour avoir des intoxications alimentaires. Ça, les buffets, qu'est-ce que je cherche? Faire un pique-nique, des choses comme ça. Donc, dès que la température n'est pas idéale, souvent, là, on peut avoir des toxines qui sont produites par les bactéries qui sont présentes dans les aliments. Donc, la toxine du botulisme, causée par Clostridium botulinum. S. aureus peut faire des toxines assez importantes. B. cereus. Il y a des mycotoxines aussi. Mycotoxines, on va les voir dans le chapitre sur les mycètes. Donc, ce sont des toxines produites par des moisissures. Puis, certaines algues aussi, qu'on verra plus tard. Ça pourrait être des algues qui produisent des toxines. Ces toxines-là sont filtrées, par exemple, par des mollusques. Là, vous mangez le tout par la suite. Bref, on va regarder ça. Distinction importante aussi pour l'efficacité, on va dire, de certaines toxines. Il y a des toxines donc, qui sont produites par les micro-organismes, mais si on chauffe l'aliment, la toxine, si elle est thermolabile, ça veut dire qu'elle va être détruite par la chaleur.
Donc, la cuisson des aliments peut venir à bout de ces toxines-là. Par contre, certaines toxines vont être résistantes à la chaleur, comme c'est le cas pour la toxine de Staphylococcus aureus. Et à ce moment-là, même si vous faites cuire, chauffer vos aliments, ben, la toxine va être présente quand même. En les faisant chauffer, on va tuer les bactéries, mais la toxine, donc souvent la toxine, c'est une protéine qui est produite par cette même bactérie-là. Donc la bactérie meurt à la chaleur, mais la toxine peut être résistante et même si vous avez chauffé, vous vous intoxiquez. J'ai l'impression que je me répète, mais voilà. Donc, je commence. Puis ça va être un petit peu comme ça là, pour toute cette capsule-là. Donc, ça va être une énumération, présentation des différentes bactéries. Je vais énumérer certaines de leurs caractéristiques. On va parler des symptômes de la maladie qu'elle cause. Puis, on va parler souvent de différents tests qui peuvent être utilisés pour les identifier. Donc, Staph aureus, c'est quand même une bactérie qui est responsable de près du quart des toxi-infections alimentaires bactériennes. Donc, c'est quand même majeur. Ça peut être 1 sur 10 à 1 sur 4 toxi-infections. Donc, c'est une bactérie importante. Puis c'est une bactérie quand même commune là, chez l'humain. On peut l'avoir sur notre peau, dans nos voies respiratoires aussi, surtout au niveau de la muqueuse nasale. Donc, ce n'est pas une bactérie là, qui est rare. Là. On avait déjà vu sa structure. Quand on parle de cocci en grappe, je vais juste faire un petit rappel. Donc, ce sont plein de petites billes qui sont regroupées. Donc, quand vous allez les voir au microscope, ça va ressembler à ça. Et elles seront des coccigrammes positifs. Donc, si vous les regardez au microscope après avoir fait la coloration de grammes, ils auront une couleur bleue. Donc, qu'est-ce qui m'arrive si je mange un aliment qui est contaminé par Staph aureus? Donc, les symptômes vont apparaître rapidement. Donc, si je vais souper, moi, je ne sais pas, moi, à 6-7 heures, ben, avant minuit, souvent, je pourrais déjà être très malade. Vomissements, nausées, douleurs, diarrhée, ça va répondre rapidement. L'entérotoxine, on vient d'en parler un petit peu, donc elle n'est pas détruite par la chaleur, ni la déshydratation ou la congélation. Donc, à ce moment-là, dès que vous consommez l'aliment, la toxine va toujours être présente et aura l'effet néfaste sur votre corps. Puis, une affaire qui est plate, des fois, si on a un aliment qui a soit une apparence un petit peu épouvantable ou qui a une odeur particulière qui ne semble pas normale, mais on peut se dire, OK, les aliments sont gâtés, donc on ne va pas les consommer. Mais dans ce cas-ci, la toxine à Staph aureus ne change pas le goût des aliments que vous consommez. Donc, vous consommez vos aliments en toute quiétude, mais quelques heures plus tard, vous en subissez les conséquences. Chose particulière, S. aureus, quand elle est dans les aliments comme telle, ce n'est pas une bactérie qui résiste à la compétition. Donc, s'il y a plusieurs bactéries différentes dans l'environnement où elle se situe, elle ne prendra pas la place. Elle va être dominée par les autres. Donc, ce qui arrive, c'est que si, par exemple, donc, S. aureus n'est pas présente en grande quantité, on prépare nos aliments, les autres bactéries s'en occupent, mais si les aliments sont cuits, c'est souvent la contamination des aliments post-cuisson qui est le principal problème. Donc, on fait que nos aliments, on les prépare, puis justement, on les sert dans un buffet, on les amène dans un pique-nique, dans les services de traiteurs, par exemple. Donc, on laisse ces aliments sur la table pendant, des fois, toute la journée, toute la soirée. Puis, les bactéries vont le temps de se reproduire, de se multiplier, puis peut-être de produire leurs toxines. Des exceptions, là, pour les aliments, donc, post-cuisson, le lait cru, toute évidence, c'est le lait cru, venant de vaches qui souffrent de mamite. La mamite bovine, c'est une infection, toute évidence, qui se produit chez les vaches. Donc, c'est des Staph aureus qui vont infecter les pies. Donc, lors de la traite du lait, il est fort possible que des bactéries se retrouvent dans le dit lait. Donc, s'il n'est pas pasteurisé, à ce moment-là, ben, les bactéries vont pouvoir survivre, peut-être produire des toxines. Ça me rappelle, quand j'étais à la maîtrise, il y a un des gars dans mon laboratoire qui, lui, travaillait justement spécifiquement sur la mamite bovine pour trouver des façons de traiter les vaches pour éviter justement qu'elles aient ces infections-là et que le lait soit contaminé par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit surveiller justement dans les buffets pique-nique réception? Ben, tout ce qui est viande, la volaille, les sauces, sandwich, mayo, œufs. Donc là, c'est clair que si vous avez un sandwich aux œufs qui a de la mayo dedans,
Okay? Pas super. Ou les sandwichs au poulet avec de la mayo aussi. Donc, c'est une espèce de combinaison assez intéressante là, si on veut se donner des chances d'avoir la maladie. Okay? Puis, ben là, je dis les mets chinois. Okay? Les mets chinois comme nous, on les connaît. Là. Donc, dans les buffets, on va dire, typiques au Québec. Okay? C'est des aliments qui peuvent contenir du Staph aureus. Encore une fois, moi, j'ai mangé souvent dans des buffets chinois. J'ai été à plusieurs réceptions où il y a eu des services de traiteurs, puis de mon souvenir, je pense que j'ai jamais été malade. Il ne faut pas virer fou avec ça, mais c'est important d'en tenir compte. Okay? Puis quand vous travaillerez dans les services alimentaires, il faudra essayer de limiter les conditions qui pourraient permettre justement à ces micro-organismes-là de se multiplier. Alors, pour identifier ou détecter la bactérie S. aureus, il y a plusieurs méthodes, mais une des géloses de base qui est très utilisée, c'est la gélose mannitol-sel. Cette gélose-là, c'est un milieu que l'on dit sélectif et différentiel. Sélectif, pourquoi? Bien, en raison de la concentration de sel qu'on y retrouve. La concentration en sel de cette gélose-là, c'est 7,5%. Okay? Donc, 7,5% de sel, c'est déjà beaucoup pour la plupart des bactéries. Donc, elles ne pourraient tout simplement pas pousser. Okay? Et si vous regardez l'image à droite, donc la gélose, la couleur zone normale, c'est ce qu'on voit en B. Okay? Donc, c'est une couleur, on va dire, rouge, un petit peu orangé. Donc, la gélose étant très salée, beaucoup de bactéries n'y poussent pas. Okay? Donc, les bactéries doivent tolérer la pression en sel, ce qu'on appelle la pression osmotique, pour se développer. Autre chose qu'on retrouve dans la gélose, c'est un sucre qui s'appelle le mannitol. Le mannitol, il n'y a pas beaucoup de bactéries qui peuvent le dégrader. Puis quand une bactérie dégrade un sucre, ce qu'elle va faire, c'est prendre le sucre, le dégrader, mais elle va produire un déchet acide. En produisant ce déchet acide-là, la bactérie, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle acidifie le milieu. Et dans la gélose mannitol-sel, il y a un indicateur de pH. Donc, quand le pH est normal, la couleur va être ce qu'on voit en B, donc rouge. Mais s'il y a acidification du milieu, le milieu passe du rouge au jaune, et c'est ça qu'on va voir en A. OK? Donc, quand vous avez un résultat comme en A, okay, donc de 1, il y a eu croissance, okay, on voit la croissance bactérienne, et le milieu a été acidifié, c'est devenu jaune, donc ça c'est confirmation que c'est S. aureus. Si on regarde ce qui est arrivé en C, okay, il y a eu croissance, donc la bactérie qui a été déposée là-dessus tolère la présence de sel, mais puisqu'elle n'a pas été capable de dégrader le mannitol, elle n'a pas modifié le pH n'est pas devenu acide, donc la gélose a conservé sa couleur normale. Okay? Ce que l'on peut faire aussi pour identifier S. aureus, c'est ce qu'on appelle des tests d'immunodiffusion, okay, pour détecter la présence de la toxine. Donc là, il faut s'imaginer okay, que vous voyez comme plein de petits trous avec des numéros en périphérie. Là. Donc ça, c'est une gélose, okay, une gélose particulière, dans laquelle okay, on a mis, par exemple, au centre, des anticorps. Okay? Donc les anticorps sont des protéines du système immunitaire qui ont une forme un peu de Y. Okay? Les anticorps qu'on a placés là, ce sont des anticorps qui reconnaissent la toxine de S. aureus. Donc, si la toxine est présente, par exemple, c'est la toxine, ben, elle va être captée, elle va se fixer sur les anticorps. Quand plusieurs toxines se fixent à plusieurs anticorps, ça fait un précipité et c'est ça, les lignes que vous voyez. Donc, par exemple, okay, on pourrait avoir 6 aliments différents. On a pris un échantillon, on les a par exemple broyés, mis en solution et on dépose une goutte de chacun de ces aliments-là ou de ces solutions à base d'aliments dans les puits de la gélose. Là, si la toxine est présente, par exemple ici, ici, mais dans les autres, c'est des formes différentes, donc ce n'est pas la bonne toxine par exemple. Okay? Donc, les molécules qu'on a placées dans chacun des puits se déplacent partout dans la gélose. Les anticorps se déplacent partout dans la gélose. Mais là où il y a rencontre d'anticorps et d'antigènes, c'est là où on voit le précipité comme ça ici. Donc, moi, la conclusion que je tirerais
quand je regarderais un résultat comme celui-là, c'est que dans l'aliment numéro 1 et dans l'aliment numéro 2, okay, il y avait présence de toxines de Staph aureus, tandis que les aliments 3, 4, 5 et 6, il n'y avait pas de toxines à S. aureus. Ici, okay, j'ai parlé des BAM, on va les appeler comme ça, juste vous montrer de quoi ça a l'air. Okay? Les procédures de laboratoire standardisées de la FDA, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc, par exemple, ici, c'est le chapitre 13b, la détection de l'entérotoxine à staphylocoque. Donc, vous avez une présentation, un texte explicatif, puis par la suite, vous avez les protocoles, comment faire l'analyse, etc. Donc, c'est très complet comme site de référence. On va en voir plusieurs des BAM aujourd'hui pour différentes bactéries, différentes toxines, mais connaître le lien de cet organisme américain-là, c'est un outil extraordinaire. Vous avez plein de méthodes de laboratoire pour l'analyse de la nourriture. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est un outil fantastique. Puis j'ai mis des références pour de divers articles scientifiques. Ça, c'est peut-être de la lecture plus avancée. Donc, par culture personnelle, ceux et celles qui voudront aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, dans le fond, c'est un article, on appelle ça un review. C'est un article qui compile toutes les méthodes qui ont été développées pour détecter l'entérotoxine à Staph aureus. Donc, c'est un résumé de tout ce qui a été développé, de tout ce qui se fait à ce sujet-là. Streptococcus pyogenes, ou le streptocoque A. Donc, encore une fois, ce sont des cocci+, mais cette fois, ils sont en chaîne. Petite erreur ici. Là. Je crois que chair ne prend pas de E. Donc, la mangeuse de chair, c'est cette bactérie-là qui cause la maladie. Elle cause des pharyngites, l'angine, l'amygdalite, scarlatine. Il peut y avoir des complications graves si ce n'est pas traité. On s'entend que la mangeuse de chair, si on ne traite pas avec un antibiotique, ça peut être très dangereux. Il y a des personnes qui ont perdu des membres, il y a des gens qui ont perdu la vie, donc ce n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce que je dois surveiller? Sandwich ou salade aux œufs. Donc on voit que les œufs, c'est un aliment qui va revenir souvent parce que c'est un aliment qui est riche, qui a plein de nutriments dedans, plein de protéines. Généralement, en plus, on va l'apprêter ou le préparer avec des mayonnaises, avec des sauces. Donc, ça devient un environnement qui est très propice au développement des bactéries. Même chose pour les viandes fruits de mer puis le lait mal pasteurisé. Du lait mal pasteurisé, c'est sûr qu'il va y avoir des bactéries là-dedans. Clostridium botulinum, dans ce cas-ci, on parle d'un bacille positif, donc une bactérie plus allongée. Puis quand je dis ou quand j'écris que c'est sporulé, c'est que la bactérie peut produire des endospores. Il faut se rappeler ce que sont les endospores, donc l'espèce de forme de résistance que la bactérie peut produire. Donc, Clostridium botulinum, c'est une bactérie aussi qui est anaérobie stricte. Donc, elle n'aime pas l'oxygène. Le danger de cette bactérie-là, ce n'est pas la bactérie elle-même, mais bien la toxine qu'elle va produire. Donc, la toxine va se fixer à la jonction neuromusculaire et cause des paralysies. Donc, des muscles peuvent paralyser, mais imaginez, votre diaphragme, c'est un muscle aussi. Donc, si votre diaphragme est paralysé, la respiration est compromise, puis il y a des gens qui vont mourir à cause de ça. Donc, c'est quand même très dangereux comme bactérie, comme toxine aussi. Mais je ne sais pas si j'en parle plus tard, mais je vais en glisser un mot. La toxine de Clostridium botulinum, on l'utilise pour autre chose. On l'utilise en médecine pour traiter divers problèmes, mais la plupart des gens la connaissent sous ce nom-là, le Botox. Donc, par exemple, les gens qui vont se faire traiter pour des rides, avoir l'air un petit peu plus jeune ou quoi que ce soit, donc c'est la toxine du botulisme. Donc, une toxine qui est problématique, mortelle ailleurs dans le corps. Il y a des gens qui se la font injecter volontairement pour des raisons esthétiques, puis il y a des gens qui se la font injecter par souci médical, on va le dire comme ça, pour traiter divers problèmes, par exemple,
les gens qui auraient un œil qui louche beaucoup. Okay? Donc, on peut injecter la toxine du Botox dans le muscle qui tire sur le globe oculaire pour que le muscle se relâche et que l'œil reprenne une place normale. Il y a des gens qui se font injecter ces toxines-là au niveau des mains, au niveau des aisselles ou au niveau du front parce qu'ils ont une sudation excessive. Donc, ça va paralyser les glandes sudoripares puis ça va bloquer l'activité de ces glandes-là. Bref, donc je reviens là-dessus. Donc, la toxine, okay, si vous avez un problème, une intoxication liée à ça, on peut vous traiter avec un antisérum. Antisérum, c'est quoi? C'est encore une fois un traitement avec des anticorps. On vous administre des anticorps qui vont aller bloquer la toxine. Heureusement, d'une certaine façon, la toxine, elle est sensible à la chaleur. Okay? Donc, elle est thermolabile. Ce qui fait en sorte que si vous avez, je ne sais pas moi, des aliments qui contiennent la bactérie et peut-être la toxine, en les faisant cuire, en les faisant chauffer, ça règle pas mal le problème. Okay? Comme cette bactérie-là n'aime pas l'oxygène et qu'elle forme des endospores, c'est pas impossible okay, qu'elle puisse se développer, par exemple, dans des boîtes de conserve. Okay? Parce qu'une boîte de conserve, souvent, on a fait chauffer les aliments, on les met dans les cannes lorsque l'aliment est encore chaud. Okay? Donc, ça, c'est une chose. Mais si la bactérie fait des endospores, elle peut résister à cette température-là. Et en scellant la canne, ben là, l'environnement devient anaérobie. Donc, la bactérie peut aimer ça. Tout ce qui manque à la bactérie, souvent, quand elle est dans une boîte de conserve, c'est un petit peu de chaleur. Donc, imaginez si vous laissez une boîte de conserve sur un comptoir de cuisine, exposée au soleil, bien là, la température va monter. La bactérie peut se réactiver. Okay? Et à ce moment-là, peut-être se multiplier et produire des toxines. Okay? C'est sûr que certaines conserves, leur contenu va être acide. Donc, ça peut un petit peu limiter la croissance des bactéries, mais il y a quand même un danger. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, Clostridium, encore une fois, un peu comme Staphylococcus, résiste mal à la compétition. Les endospores ayant survécu à la cuisson, au fumage, au séchage ou à la mise en conserve reprennent une forme normale dans des conditions anaérobies, donc sans oxygène, et peu acides. Donc, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, la présence d'aliments acides peut limiter la croissance de la bactérie. Donc, si vous avez affaire à une canne de tomates en conserve, ben, c'est généralement très acide, donc les chances que la bactérie s'y développe vont être quand même très faibles. Donc, ce à quoi il faut faire attention, les conserves de légumes okay, qui sont faites maison. Donc là, on arrive à l'automne, ça va être le temps des récoltes pour ceux et celles qui ont des jardins, qui veulent faire des conserves pour avoir des aliments à consommer tout au long de l'hiver. Donc, il faut faire attention à ça. Dans les viandes, jambon, bacon, charcuterie, on pourrait retrouver ces bactéries-là aussi, et viande, poisson, fumée ou salée. Okay? Parce que généralement, quand on fait des traitements comme ceux-là, la plupart des bactéries vont être tuées, mais cette bactérie-là, en produisant des endospores, peut survivre. Il y a 3 formes okay, de botulisme. Il y a le botulisme infantile, donc chez les bébés, alimentaire, donc vous avez mangé quelque chose qui en contenait, et une blessure, donc la bactérie qui pourrait entrer par une lésion au niveau de la peau. Je vais parler surtout du botulisme infantile parce que les enfants vont être plus fragiles à une infection comme celle-là. Les quantités de toxines qui les affectent seront moindres. Okay? Puis encore là, quand je dis moindre, là, même pour un adulte, okay, la puissance de cette toxine-là, ça en prend une quantité infime pour paralyser quelqu'un puis pour tuer quelqu'un. Okay? Donc, ça prend quasiment des traces. Okay? C'est suffisant pour affecter un enfant. Donc, botulisme infantile, donc pour les enfants de 0 à 6 mois, okay? Chez l'enfant, un des problèmes, c'est que son microbiote, donc la compétition okay, interne n'est pas très grande. Contrairement à un adulte, okay, il y a plein d'autres bactéries qui vont pouvoir lutter. Donc, si par mégarde, vous avalez, vous en tant qu'adulte, des bactéries Clostridium botulinum, mais elles n'auront pas le temps de se multiplier et de produire beaucoup de toxines parce qu'il y a tellement de bonnes bactéries en vous que ces bonnes bactéries-là vont limiter la croissance de Clostridium. Mais chez un bébé, ben le microbiote n'est pas mature, fait que la Clostridium a peut-être moins de compétition que chez l'adulte. Donc, à ce moment-là, la bactérie va se multiplier et va pouvoir produire la toxine qui va affecter le bébé. Autre chose, puis ça, je m'en rappelle quand on a eu nos garçons, tout le monde nous disait « Faites attention, ne donnez pas du miel », puis personne ne pouvait me dire pourquoi, mais moi je pouvais leur expliquer. Okay? Donc, faire attention au miel, parce que dans le miel, okay, il est possible qu'il y ait des traces okay,
de toxines du botulisme ou de la bactérie elle-même. Pour un adulte, ça ne sera pas un problème. Puis heureusement, parce que moi j'aime bien mettre du miel dans mon yogourt puis une coupe de trucs. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour un jeune enfant, je pense que c'est 2 ans ou même 4 ans qu'on disait l'âge limite pour commencer à donner du miel à un enfant. Même chose pour le sirop de maïs. Donc, ce sont des endroits, des aliments, je devrais dire, où on peut retrouver la bactérie. Encore une fois, il y a plusieurs liens là. Le lien vers l'ACIA, l'Agence indienne d'inspection des aliments, où vous allez avoir plein d'informations supplémentaires. Le manuel Merck, c'est une autre référence que je vais utiliser souvent dans ce cours-ci. Il y a plein d'informations sur les micro-organismes, pas juste les micro-organismes alimentaires. Là. Si vous avez une infection, une maladie, il y a plein d'informations là-dessus. Encore une fois, une ressource extraordinaire, puis elle est en français en plus. Puis vous avez encore le BAM pour C. botulinum. Donc, je vous montre ça 2 secondes. C'est le même principe. On explique en gros c'est quoi la bactérie, puis plus tard, on vous dit quels sont les tests qui peuvent être faits, quel matériel vous avez besoin pour identifier cette bactérie-là ou la toxine produite par la bactérie. Clostridium perfringens. Donc là, c'est pas la même chose, c'est le même genre bactérien. Donc encore un Bacillus plus sporulé, donc qui fait des endospores. Mais Clostridium perfringens, souvent, on va connaître cette bactérie-là parce qu'elle cause la gangrène. Donc, la gangrène, souvent, c'est une infection qui se produit dans les extrémités ou, par exemple, dans une partie du corps où il y a eu une blessure profonde. Donc, les bactéries se déposent dans les tissus, mais en profondeur. Et à ce moment-là, la bactérie libère des toxines. Ça détruit les tissus, ça sent généralement pas très bon. Et dans les pires cas, il faut amputer. Les pires cas, ça serait la mort, mais avant ça, ça serait l'amputation du membre. Mais on peut quand même, pas nécessairement avoir la gangrène, mais souffrir d'une infection à Clostridium perfringens après l'ingestion d'une grande quantité de bactéries qui, une fois en vous, vont libérer une toxine. Donc, après un repas, peut-être 12 heures après, vous allez avoir des gastroentérites. Les endospores, dans ce cas-ci, résistent à la chaleur modérée. Donc, si on fait juste, par exemple, réchauffer un plat sans qu'il soit très chaud, sans qu'on ait provoqué une cuisson comme telle, la toxine pourrait être, pas la toxine, pardon, mais la bactérie pourrait être encore vivante. La multiplication de la bactérie va se faire rapidement dans les aliments qui sont riches en protéines, peu acides et maintenus à une température ambiante. Puis même un petit peu chaude. Donc, par exemple, la bactérie va être très active entre 40 et 45 degrés Celsius. Donc, on fait cuire, je ne sais pas moi, des pâtes, du riz, un aliment quelconque. Puis, on le laisse refroidir lentement. Donc, la température de l'aliment peut demeurer à une température intéressante pour la bactérie pendant plus longtemps. Donc, à ce moment-là, elle a plus de chances de se multiplier et de causer des problèmes. Les aliments à surveiller pour Clostridium perfringens, encore une fois la viande, donc on vient de dire qu'il faut que ce soit riche en protéines. Les cas les plus fréquents qu'on a vus, c'était dans des buffets, cafétérias, banquets, les cafés d'hôpitaux, de prisons, dans certains épices aussi. Cette session, on va faire un laboratoire pour détecter la présence d'endospores dans les épices. Donc ça va être quelque chose que vous allez faire plus tard cette session. Puis, bon, encore une fois, les principaux liens, si vous voulez de l'information supplémentaire pour Clostridium perfringens. B. cereus, bacilles positifs sporulés. Mais Bacillus, contrairement à Clostridium, normalement, les Bacillus, ils aiment bien l'oxygène. Donc, eux, vont pas former peuvent former des endospores, mais ils vont les former surtout suite à une pression de l'environnement. Par exemple, chaleur, manque de nourriture ou quoi que ce soit, mais on s'entend que si elle se ramasse dans un buffet, la nourriture ne devrait pas être un problème. Pour Bacillus cereus, elle peut entraîner 2 syndromes ou 2 types de problèmes. Un premier qu'on dit émétique et l'autre qu'on va dire diarrhéique. Donc, pour le syndrome émétique, donc la bactérie se multiplie dans la nourriture après la cuisson et produit une toxine. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que la bactérie est présente, son endospore résiste à la cuisson et germe quand la nourriture est placée à température pièce. Donc, on le voit par exemple ici, on est dans un buffet, ça peut être une cafétéria, ça peut être un buffet, restaurant chinois ou peu importe. Donc, si les aliments sont maintenus à une température qui permet la croissance ou la réactivation de la bactérie, mais à ce moment-là, on a peut-être plus de chances d'être malade. Donc, par exemple ici, la toxine va résister à la chaleur et au pH acide.
Puis si on a du riz qui est cuit à l'avance et laissé à température pièce, même si on réchauffe ou on fait frire le riz par la suite, la bactérie, encore une fois, pourrait être éliminée, mais la toxine va demeurer présente. Donc, tu sais, le plateau de riz qu'on voit, s'il n'est pas tout consommé dans une journée, les personnes décident, bon, on va mettre ça au frigo, puis le lendemain, on le réchauffe un peu, ben, les bactéries vont peut-être avoir eu le temps de se multiplier, produire des toxines, donc ça pourrait être problématique. Les nausées, vous allez le savoir rapidement, donc 3 heures après l'ingestion, vous devriez être, ben, je ne vous le souhaite pas, mais les personnes devraient être malades. Pour diarrhéique, okay, dans ce cas-ci, c'est l'ingestion des bactéries. Okay, et une fois rendu en vous, il y a des toxines qui vont être produites et libérées qui vont provoquer des crampes et provoquer des diarrhées assez importantes, d'où le nom de syndrome diarrhéique. Okay? Donc, les symptômes, eux, vont apparaître un petit peu plus tard. Donc, si on compare là, le syndrome hémétique, vous le savez assez rapidement, puis vous vomissez. Okay? Tandis que diarrhéique, ça prend plus de temps et ce sera par l'autre extrémité que ça va sortir. Donc, ce seront des diarrhées assez importantes. Qu'est-ce que je surveille comme bouffe? Les légumes cuits, les viandes cuites, les soupes, salades. Qu'est-ce que j'ai voulu écrire là? Okay, j'en ai aucune idée. Au purée de patates, je pense qu'il manque un U. Donc, purée de patates, produits céréaliers, crème et sauce. Encore une fois, les BAM pour aller voir comment identifier, ou bien, juste la bactérie, ou bien identifier la toxine présente dans les aliments. Ça va être des tests qui vont être différents souvent. Donc, la diapo suivante, je compare justement les deux formes, diarrhéique et hémétique. Donc, à l'examen, je pourrais vous mettre une petite mise en situation. Puis, je vous dis, bon, la personne a mangé telle chose. On ne sait pas c'est quoi la bactérie présentement. On suspecte que c'est B. cereus. Puis là, basé sur les symptômes que vous voyez chez le patient, dites-moi si c'est syndrome diarrhéique ou syndrome hémétique. Donc, vous regardez à quel moment c'est apparu, pardon, et quels sont les principaux symptômes. C'est sûr que diarrhéique, si vous voyez diarrhée, ça devrait être pas pire. Puis on s'entend que la diarrhée est quand même présente dans le syndrome hémétique, mais c'est beaucoup plus rare. Okay? Hémétique, c'est sûr que tu vomis. Puis diarrhéique, à 96%, je pense que c'est pas mal sûr que tu vas avoir une diarrhée. Listeria monocytogenèse, donc la bactérie cause la listériose, donc un bacille positif anaérobie facultatif, donc qui préfère l'oxygène mais qui se débrouille sans. Psychrotrophe, okay? Ce que ça veut dire, ça ici, c'est que c'est une bactérie qui peut très bien se développer dans les températures fraîches. Donc même au réfrigérateur, cette bactérie-là va pouvoir se multiplier. Donc, vos charcuteries, votre fromage est à température de 4 degrés, mais la bactérie se développe quand même. Donc, si ça vous prend quelques jours avant de le consommer, le produit, ben, vous allez consommer plus de bactéries à ce moment-là. Puis quand on dit aussi qu'elle est halophile, c'est qu'elle tolère le sel. Donc, généralement, justement, dans les fromages ou dans les charcuteries, ce sont des viandes ou des produits laitiers assez salés. Donc, la bactérie survit à ça. Peut-être que vous ne vous rappelez pas là, si vous êtes relativement jeune, mais moi je m'en rappelle, en 2008, okay, on a eu une crise de la listériose au Québec et en Ontario aussi. Là. Il y a eu, je ne sais pas si c'est une dizaine ou une vingtaine de morts liées à la bactérie. Ce qui est arrivé, c'était surtout dans des centres pour personnes âgées. Donc on a fait, j'imagine, des sandwichs, là, ou du moins des aliments avec des charcuteries. Puis les personnes qui les ont consommés ont été gravement malades, puis ont décédé. Il y a eu une étude épidémiologique et on a fini par retracer la cause de cette intoxication-là à une usine précise dans le coin de Toronto qui appartenait à la compagnie Maple Leaf. Donc, eux se sont excusés de toute évidence, là, ont fait amende honorable, ont reconnu leur erreur, ont amélioré leur procédure par la suite là, pour le nettoyage, la vérification de contamination et tout. Donc, maintenant, c'est peut-être une des viandes ou une des compagnies dont les viandes sont les plus sécuritaires parce qu'ils font vraiment des efforts pour redorer leur image. Donc, qui va être affecté? C'est surtout les personnes âgées, comme je l'ai dit, les femmes enceintes, les personnes affaiblies par la maladie. Okay? Donc, si vous avez, par exemple, un cancer, si vous avez un système immunitaire plus faible. Okay? Puis pour les femmes enceintes, le fœtus pourrait mourir aussi. Donc, c'est quand même très grave. D'ailleurs, quand on a eu la crise de la listériose au Québec, il y a plusieurs épiceries, plusieurs boutiques où on vendait des fromages, des charcuteries qui ont été complètement vidées par la MAPAC.
puis ça a tout été détruit. Okay? Donc, même si on n'avait pas eu de cas de listériose dans certaines boutiques, dans certains magasins, on n'a même pas testé quel fromage était porteur ou non. Ils ont tout jeté. Ça a été des pertes économiques assez importantes, mais on a eu peur, donc on n'a pas voulu prendre de chance. Qu'est-ce qui va m'arriver si je suis malade? Donc là, ça peut prendre quand même 1 à plusieurs semaines. Donc, déjà, de faire le lien entre ce que j'ai mangé il y a 2 semaines puis la maladie que j'ai, c'est pas simple. OK? J'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai mangé la veille. Donc, si tu me demandes ce que j'ai mangé pour dîner lors des 2 dernières semaines, je vais peut-être avoir de la difficulté. Mais ça, c'est une réalité justement des gens qui font ces enquêtes-là. Bref, je vais avoir des diarrhées légères, symptômes grippaux, septicémie. Une septicémie, c'est une infection où les bactéries sont présentes dans le sang, mais se multiplient dans le sang aussi. Puis je vais avoir une méningo-encéphalite, donc dans le fond, ça va attaquer mon système nerveux, fait que ça peut être dangereux. Aliments surveillés, charcuterie, produits laitiers, certains fruits. Okay? Il y a eu des... je peux vous montrer là. Des cas d'infection à l'histériose à cause du cantaloupe, okay? Ou cantalou, je ne sais pas comment vous voulez le dire. Okay? Donc, dans certains types de melons qui provenaient d'Australie, donc les gens tombaient malades en les manipulant. Okay? C'est sûr souvent que la bactérie va être plus à l'extérieur du fruit, mais si on ne les lave pas correctement, même la pelure, okay? Ou l'extérieur du fruit, à ce moment-là, on va avoir un problème. On peut avoir un problème, dans le fond. Encore une fois, les liens pour identifier la bactérie. Vous allez voir souvent des rappels alimentaires. Okay? D'ailleurs, vous avez fait des tests, pas des tests, mais des travaux là-dessus. Okay? Donc, familiarisez-vous avec le site de la CIA pour les rappels alimentaires. Voilà. Puis, ça ici, comment je l'identifie? Donc, il y a certains milieux de culture, certaines géloses qui permettent l'identification rapide de la listeria. Donc, par exemple, le agar listeria, le AL. Okay? Puis, regardez la forme, okay, que les colonies bactériennes vont prendre sur ces géloses-là. Donc, on voit vraiment un point central plus foncé et une zone plus claire autour. Donc, c'est quand même très caractéristique de ces bactéries-là. Donc, là, on voit que c'est Listeria monocytogenes. Listeria, d'autres espèces de Listeria, pas nécessairement monocytogenes, n'auront pas cette espèce de zone claire-là autour, même si elles auront le petit point plus foncé au centre, et des bactéries qui seraient autres que la Listeria, parce que c'est clair, okay, si vous faites des tests sur un fromage, si vous faites des tests sur une charcuterie, il n'y aura pas juste de la Listeria, il y a plein de bactéries qui se retrouvent là-dessus, puis c'est jusqu'à un certain point pas anormal. Ce qui est anormal, c'est quand on a une quantité trop élevée de bactéries. Okay? Donc la présence de bactéries, ce n'est pas nécessairement le problème, mais quel type de bactérie est là et en quelle quantité, là on peut avoir des circonstances qui mènent à une infection. Donc, ce qui n'est pas du Listeria va tout simplement avoir une apparence complètement différente. Mais pour la Listeria, c'est assez clair. L'autre milieu, le rapide L monoagar, encore une fois, vous avez différentes espèces. Ils vont avoir, ou elles vont avoir des aspects différents sur la gélose. La salmonelle, okay, plus de la moitié des toxines d'infection alimentaire au Canada. Okay, donc, une infection sur 2, c'est lié à la salmonelle. Et là, ça, je l'ai rajouté cette semaine. Donc, il y a beaucoup de problèmes okay, dans l'Ouest canadien, entre autres, puis aux États-Unis, où il y a eu des cas de salmonellose causés par des oignons contaminés. Okay? Donc, considérant que les oignons, ce n'est pas normal qu'il y ait de la salmonelle. La salmonelle, c'est souvent une bactérie qui est animale ou humaine. Donc, il y a eu contamination okay, avec de l'eau contaminée dans les champs ou quoi que ce soit. Donc, on doit trouver une solution pour régler ce problème-là. Pour être malade avec la salmonelle, il faut quand même en ingérer une grande quantité. Okay? Par exemple, si on pouvait physiquement le faire, okay, vous mettez seulement une bactérie de salmonelle dans mon verre d'eau, je ne suis pas inquiet, je bois le verre d'eau, je le cale devant vous. Okay? Par contre, s'il y en a beaucoup, c'est là où le danger va être présent. Okay? Je reviens ici sur la salmonelle. Donc, on parle d'un bacille gram-négatif non sporulé, donc celui-là ne fera pas d'endospore. Donc, les bactéries attaquent la muqueuse intestinale et peuvent causer des septicémies, donc des infections au niveau du sang. Et ce sont des bactéries gram-négatifs, donc elles peuvent posséder des LPS, donc des lipopolysaccharides. Okay? Ce sont des structures qu'on retrouve dans la membrane externe. Si vous n'en rappelez pas, allez voir la première vidéo sur les bactéries. Et quand ces LPS-là, si la bactérie meurt, ils sont libérés, donc ça va causer de la fièvre. Là, j'ai rajouté justement le petit article ici, là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil.
Les aliments à surveiller, tout le monde le sait. Okay? Le poulet, c'est tout le temps l'exemple. Donc, le poulet pas cuit. Les œufs peuvent être un vecteur, mais souvent, nous, les œufs sont nettoyés. Donc, il y a moins de risques de salmonelle. D'ailleurs, je connais des gens, puis moi, j'ai déjà fait aussi, là, qui consomment des œufs crus, soit dans un shake ou des fois directement. Il y a des gens qui disent attention à la salmonelle, mais les œufs qu'on achète au Canada ont été souvent nettoyés, traités, donc il y a peu de chances qu'il y ait une bactérie de la salmonelle dessus. D'ailleurs, à moins que je me trompe, là, c'est pour ça que nous, nos œufs, on doit les mettre au réfrigérateur parce que les produits qu'on utilise pour les nettoyer vont un petit peu fragiliser la coquille, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir des micro-organismes qui entrent dans les œufs. Donc, en les gardant au froid, on évite que les œufs ne deviennent plus bons. Mais dans certains pays, les œufs sont conservés à la température pièce. Mais à ce moment-là, il y a peut-être plus de chances justement qu'il y ait de la salmonelle dessus. Bref. Donc, d'autres aliments à surveiller, les produits laitiers mal pasteurisés, les aliments contaminés après cuisson, donc encore une fois, viande, salade, sandwich, pâtisserie à la crème, okay? Même l'eau, okay? De l'eau contaminée par des matières fécales. Puis, c'est encore l'été, okay? Puis moi, tout l'été, j'aime bien manger à l'extérieur. Ben, ou faire un pique-nique, il faut faire attention quand des mouches viennent se déposer sur votre bouffe. Okay? Oui, c'est bien beau faire un petit geste de la main pour les repousser, mais soyez conscient que ces mouches-là ont peut-être été en contact avec des matières fécales. Okay? Donc, on a déposé leurs pattes dessus. Puis en se déposant sur votre bouffe, ben, elles pourraient amener avec elles ces bactéries-là. Donc, il faut être prudent. D'autres liens, encore une fois, pour l'information supplémentaire sur la salmonelle. Les milieux intéressants à regarder là, pour l'identification de ces bactéries-là. Vous avez le milieu qu'on appelle le milieu SS. Okay? Donc, ça, c'est le milieu qu'on voit ici. Donc, E. coli sur un milieu comme celui-là va donner une apparence un petit peu rose. Salmonelle, regardez, c'est le même milieu là, en haut. Okay? Salmonelle va produire une couleur qui est noire. Okay? Souvent, c'est parce que la bactérie peut métaboliser des composés qui contiennent du soufre. Okay? Et à ce moment-là, elle va provoquer l'apparition d'une coloration noire dans la gélose. Shigella, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais les bactéries sont présentes, elles sont seulement translucides. Okay? Donc, ce sont trois bactéries qu'on peut retrouver au niveau de l'intestin, donc E. coli, Salmonelle et Shigella, mais elles ont une apparence complètement différente sur les milieux SS. Pour les milieux HE, c'est ce qu'on voit ici. Le milieu HE a une couleur généralement verte, la gélose elle-même. Mais là, regardez ici, il y a plein de couleurs qui apparaissent. Okay? Donc, quand on voit une couleur, on va dire orangée comme ça ici, ça c'est E. coli qui provoque ce changement de couleur-là sur la gélose. Mais pour Salmonelle ou Shigella, encore une fois, regardez, Salmonelle, les colonies vont avoir des petits pigments noirs dedans. Okay? Un peu comme on le voyait sur la gélose SS. Donc, c'est le même phénomène métabolique. C'est la bactérie qui métabolise des composés de soufre, tandis que Shigella, encore une fois, elle a une apparence transparente. Okay? Donc, sur SS, E. coli, Salmonelle, Shigella ont des apparences différentes. Puis, même principe pour le milieu HE. Okay? E. coli donne une couleur vraiment caractéristique, la gélose passe du vert au orangé. Tandis que Shigella est probablement, pas probablement, mais d'apparence translucide et Salmonelle, elle, a une pigmentation qui est noire. Ici, je vais vous montrer une autre façon de procéder, parce que les tests d'identification, ce n'est pas toujours des tests qui utilisent des géloses. Donc, il y a d'autres méthodes, okay, d'autres moyens. Donc, voilà. Okay? Donc, pour l'analyse de détection par biologie moléculaire de Salmonella, donc c'est des kits, dans le fond, qu'on peut acheter, puis par divers réactifs qu'on va utiliser, ça nous permet de détecter rapidement les bactéries. Donc, ça, c'est d'autres façons de fonctionner. Souvent, c'est des tests qui sont plus rapides aussi. E. coli entéro-hémorragique, la bactérie O157H7, okay? On s'entend. Okay? E. coli à la base, qui est juste E. coli tout seul, c'est une bonne bactérie, normalement, dans votre gros intestin. Okay? E. coli, c'est normal qu'elle y soit. Souvent, c'est un indicateur qu'on utilise pour détecter la présence de matière fécale dans l'environnement, mais dans votre corps, c'est normal qu'elle soit là. Okay? Par contre, il y a certaines variantes, okay, ou certains sérotypes, comme celui-là justement,
qui causent beaucoup de problèmes. Okay? Donc, les gens qui sont infectés par une bactérie comme celle-là vont avoir des diarrhées importantes, des diarrhées sanglantes, des crampes, donc ça ne sera pas vraiment le fun. Okay? On s'entend là-dessus, ça peut même être dangereux. Des problèmes qu'on a eu liés à cette bactérie-là, en Ontario, en mai 2000, encore une fois, peut-être que vous ne vous rappelez pas de ça, mais il y a eu un gros problème avec l'eau potable de cette ville-là. Okay? Donc, il y a eu de l'eau contaminée par E. coli. Il y a des citoyens qui sont décédés. Ça a été un énorme scandale dans cette année-là. Donc, il a fallu qu'on traite toute évidence, puis il y a eu des comptes à rendre, on s'entend là-dessus. Mais le problème qu'on voit un petit peu plus de façon régulière, c'est la maladie du hamburger. Donc, la consommation de bœuf haché. Donc, le bœuf qui est haché, si les bactéries sont en surface, par exemple, de la pièce de viande, donc en hachant cette viande-là, à ce moment-là, tous les morceaux de viande peuvent être potentiellement contaminés. Donc, si on ne fait pas bien cuire notre boulette pour faire un hamburger ou on ne fait pas bien cuire notre pain de viande ou peu importe, donc à ce moment-là, vous pourriez vous contaminer. Pourquoi le O, pourquoi le H? C'est qu'on utilise ou bien le LPS pour caractériser la bactérie, ou bien des protéines des flagelles. Donc, on caractérise le LPS. Si c'est le 157 qui sort, c'est E. coli, au 157. Et si la protéine flagellaire, c'est la numéro 7, donc à ce moment-là, on identifie notre bactérie. Ces tests-là peuvent être faits avec des anticorps, un peu comme on l'a vu tantôt là, avec l'immunodiffusion. Donc, on peut détecter la présence de ces molécules-là comme ça. Puis pour que la bactérie E. coli soit vraiment dangereuse, souvent, elle a besoin d'un plasmide qui lui donne des atouts supplémentaires. Si je mange mes burgers et qui ne sont pas très bien cuits, c'est pas au souper ou en soirée que je vais le savoir, c'est peut-être 2 à 4 jours plus tard, donc je vais commencer à avoir des crampes, des douleurs, des diarrhées sanglantes. Pas de fièvre, donc c'est pas une maladie qu'on dit fébrile, contrairement à la salmonellose, shigellose ou une infection à campylobactère. Puis ici, c'est pas un R, ça devrait être un C. Donc campylobactère. Souvent, la bactérie E. coli au 157H7 va produire une toxine qu'on appelle une Shigellite toxin, donc une SLT, donc une toxine qui est similaire à ce que la bactérie Shigella va produire. Pour limiter ça, c'est clair que ça prend une cuisson qui est complète. Donc, comme je le disais, il ne faut pas que votre bœuf haché soit rosé. Puis si jamais, quelqu'un m'a déjà posé la question, vous aimez les tartares, bien le tartare, oui, on reçoit une pièce de viande et on va le hacher, donc les risques sont quand même là. On a plus de chances d'être malade en mangeant un tartare qu'en mangeant un steak. Puis pourquoi le steak? Même si le steak est saignant, souvent, le steak, on le fait au moins saisir sur les côtés, sur ses deux faces. Donc, les bactéries qui sont en surface vont être tuées par la chaleur, donc ce ne sera plus un problème. Même si l'intérieur du steak est saignant, les bactéries ont rarement la chance d'atteindre le centre du steak, donc du muscle. Donc, ce n'est pas un problème. Mais dès qu'on hache la viande pour faire du bœuf haché, ou si on prend une pièce de viande puis on la coupe en petits morceaux pour faire un... Donc, si on mange un tartare, bien, on a plus de chances de s'exposer à une bactérie comme celle-là. Encore une fois, les différents liens à suivre. Pour identifier la bactérie, donc on a la gélose HE, qui va donner une coloration orangée. Mais là, ça serait difficile de faire la distinction entre E. coli normal et E. coli O157H7. La McConkey sorbitol est une gélose qui est plus spécifique pour cette bactérie-là. Puis il y a la bactérie EMB qu'on utilise généralement aussi pour identifier la présence ou détecter la présence de bactéries comme E. coli. Cette gélose-là, ce qui est particulier, c'est lorsqu'on va faire pousser du E. coli dessus. E. coli va avoir une apparence verdâtre, comme on le voit ici. Donc vert fluo jusqu'à un certain point. Là. Donc ça, c'est vraiment un indice que E. coli est présent. Peut-être vous montrer si on voit une image de la McConkey sorbitol. Donc on le voit ici. Donc vous pourriez aller voir les différents résultats liés à cette bactérie-là sur cette gélose-là. Pour prévenir aussi, donc ça c'est important, j'ai oublié de le dire, puis l'image pourtant elle est là et elle est très grande. Donc avant même de consommer la viande, aux États-Unis on le fait, puis au Canada on veut le faire de plus en plus, c'est irradier la viande. Donc, mettre la viande en présence de différents rayons puissants, ça peut être des rayons gamma, des rayons X, émis par un appareil, là.
Puis à ce moment-là, ça va tuer les bactéries qui sont présentes. Okay? On va tuer les bactéries, dans le fond, en altérant leur génome, leur ADN. Il y a des gens qui s'inquiètent de ça, là, qui pensent qu'on va devenir des mutants si on mange cette viande-là. Ce n'est pas nécessairement le cas. Là. Dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ça brise l'ADN. De toute façon, vous, quand vous mangez, vous allez détruire, digérer l'ADN aussi. Okay? Donc, il ne faut pas s'en faire. Là, votre bouffe n'est pas radioactive lorsqu'on a irradié votre bouffe. Il ne faut pas s'en faire en ce sens-là. E. coli entérotoxicogène, ben ceux-là, vous la connaissez sous le nom de la maladie qu'elle cause, okay, la tourista ou la diarrhée du voyageur. Okay, donc, 70% des cas de diarrhée du voyageur sont dus à cette bactérie-là. C'est une contamination fécale-orale, donc c'est de l'eau ou de la nourriture contaminée. Donc, dans les pays, par exemple, où cette bactérie-là est endémique, les personnes qui y vivent dans ces pays-là, pour eux, c'est une bactérie peut-être normale de leur microbiote. Mais pour vous, si vous la consommez, vous l'avalez, ben vous, elle ne sera pas normale, puis vous, elle risque de foutre le bordel et de gâcher un peu votre voyage. Okay? Donc, de quoi devons-nous nous méfier? Ben, juste de l'eau, okay? Des glaçons dans l'eau. Donc, si les glaçons ont été faits avec de l'eau qui est impropre, tout ce qui est lavé avec l'eau, donc si vous mangez de la laitue, une salade, les fruits, si vous les nettoyez avec de l'eau, ça peut être problématique. Okay? Même parfois, jusqu'à un certain point, la baignade, okay? Si vous baignez et que l'eau est un peu contaminée, ben, vous pourriez avoir des problèmes. Il existe un vaccin okay, pour vous donner une chance, disons, de vous protéger, mais le vaccin comme tel okay, pourrait protéger peut-être un cas sur deux. Donc, c'est peut-être un 50% de réussite ou d'efficacité du vaccin. D'ailleurs, le vaccin, vous devez le recevoir en 2 doses. Donc, il faut prévoir le coût là, si vous partez en voyage et vous voulez recevoir ce vaccin-là. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste E. coli qui peut causer des diarrhées quand on est en voyage. Donc, même si vous faites vacciner contre cette bactérie-là, si c'est une autre bactérie qui vous infecte, vous avez une diarrhée, bien, votre vaccin ne pourra pas vous protéger contre une autre bactérie. Donc, voilà les endroits dans le monde okay, où les risques sont élevés, moyens ou faibles d'avoir une infection par cette bactérie-là. Okay, donc, la bactérie E. coli entérotoxinogène. Donc, encore une fois, okay, ceux et celles, là, par exemple, qui aiment bien aller prendre des vacances dans le sud, au Mexique, à Cuba, en République dominicaine. Okay, c'est des zones où les risques sont élevés. Donc, même l'Amérique centrale, là, avec Guatemala, Costa Rica, Amérique du Sud, Pérou, Argentine, pas Argentine, pardon, Pérou, Brésil, des choses comme ça peut être dangereux. Une très grande partie de l'Afrique et de l'Asie vont être affectées par ces bactéries-là. Donc, il faut faire attention à tout lorsqu'on voyage. Si vous allez en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, il y a moins de problèmes, souvent parce que l'eau va être traitée. La Shigelle, qui est aussi un bacille gram-, okay, donc E. coli, Salmonelle, Shigelle sont toutes des bactéries qu'on dit entérobactéries, bacille gram-, anaérobie facultatif. Donc, on va avoir la shigellose ou dysenterie bacilliaire, okay, parce qu'il y a des dysenteries amibiennes aussi. On va voir ça quand on va parler des protozoaires. Donc, dans ce cas-ci, c'est une dysenterie due à un bacille. La dose infectieuse, donc la dose de bactéries que ça prend pour vous rendre malade, c'est une quantité très faible. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup, d'en boire beaucoup pour être malade et avoir les problèmes qui y sont liés. Okay? Donc, les problèmes vont apparaître 24-48 heures après l'ingestion. Diarrhée mucoïde avec du pus, du sang. Puis là, vous allez aller à la toilette jusqu'à 100 fois par jour. Calculez-le. Okay? C'est 5 fois à l'heure. Ça, c'est si vous ne dormez pas, vous ne faites rien d'autre. Okay? C'est assez important. Les aliments à surveiller, donc contamination fécale dans des aliments et de l'eau, un peu le même principe que la E. coli qu'on vient de voir, le lait mal pasteurisé, la viande de porc, le tofu. Okay? Donc, le tofu, souvent, ça va être la personne porteuse qui contamine la nourriture en la préparant, ou ça va être l'eau contaminée par des matières fécales, ou la présence de mouches, okay, qui peuvent être des causes. Mais tous les aliments qui sont là sont à surveiller. Comment je détecte la shigelle? Okay, donc, il y a le milieu XLD que l'on voit en haut qui va nous permettre de distinguer encore une fois les salmonelles des shigelles. Puis encore une fois, rappelez-vous avec les géloses HE, les géloses SS, salmonelle provoque toujours l'apparition de pigments noirs, okay, tandis que shigelle ne produit pas cette pigmentation-là. Okay? Donc, à ce moment-là, on peut identifier la bactérie plus facilement. Encore une fois, les liens.
Aeromonas hydrophila, donc un bacille négatif, anaérobie facultatif. On la retrouve dans l'eau, les poissons, fruits de mer, viande, produits laitiers, fruits et légumes. Donc, elle est assez versatile. Okay? Entre autres, les légumes, on parle des asperges, brocolis, choux-fleurs, carottes, céleri, tomates, courgettes, concombres, laitues, champignons, piments. Champignons, techniquement, c'est pas des légumes, mais c'est pas grave. Okay? Puis tant qu'à ça, tomates non plus. Mais peu importe. Okay? C'est pas là le point. Okay? Il ne faudrait pas que mes enfants voient ça parce que ça pourrait devenir un de leurs arguments pour ne pas manger leurs légumes. Okay? De me dire qu'il y a peut-être du aéromonas dedans. Bref, donc ce sont des infections gastro-intestinales. Dans ce cas-ci, okay, la bactérie tolère les températures basses et le pH bas. Donc, même si on place la bactérie, pas la bactérie, mais les aliments au frigo, okay, puis que les pH sont un petit peu acides, la bactérie peut survivre quand même. Okay? Donc, vous allez avoir des géloses qui sont spécifiques pour la détection de cette bactérie-là. Donc, j'ai mis le lien, vous pouvez aller voir justement de quoi aura l'air la bactérie que l'on recherche. Okay? Donc, souvent, ces bactéries, pas bactéries, mais ces géloses-là vont limiter la croissance des autres espèces et vont permettre de reconnaître la bactérie qu'on recherche assez facilement. Okay? Comme je vous dis, pour chaque bactérie, il y a peut-être des dizaines de tests de milieux de culture qui peuvent être faits, donc on ne les verra pas tous. Okay? Mais moi, je veux juste vous donner les outils et vous donner la confiance, okay, pour aller vous-même vérifier et faire des recherches pour trouver, par exemple, un protocole qui pourrait vous aider à identifier ces bactéries-là. Yersinia enterolithica, okay, donc encore une bactérie, une entérobactérie, bacille gram-, anaérobie facultatif, psychrotrophe, donc elle aime les températures fraîches. Celle-là, okay, il y a des diarrhées, par exemple, qui vont passer tout seules. Vous vous réhydratez, vous faites attention, vous reposez, puis ça passe. Okay? Mais celle-là, elle doit être traitée par des antibiotiques. Okay? Vous devez subir un traitement, parce que sinon, ça va causer des problèmes qui vont perdurer. Les problèmes, donc, ça va être de la fièvre, douleur abdominale intense, des diarrhées. Okay? Cette bactérie-là, sa multiplication va être ralentie, mais quand même continue dans le froid. Donc, on le dit, là, elle est psychotrophe. Donc, elle aime bien ces températures-là. Puis, ça va être la viande de porc, entre autres, qui va être problématique, le lait et encore une fois, le tofu. J'ai mis divers liens, encore une fois, pour avoir de l'information supplémentaire. Et par exemple, ici, on a le Sénagar, qui est une gélose qui est encore une fois spécialement utilisée pour identifier cette bactérie-là. Donc, si on suspecte la présence de cette bactérie-là dans un des aliments qu'on présente ici, on met un échantillon sur gélose et si on voit les bactéries rouges qui apparaissent, rouge-rose, donc c'est une réponse positive pour cette bactérie-là. Chronobactère, okay, de son ancien nom, Enterobacter sakazakei. Il faut se pratiquer de dire ça. Donc, c'est un bacille gram-. Le principal ou les principaux aliments problématiques, c'est souvent des préparations pour nourrissons. Ça peut paraître bizarre que ce soit spécifique comme ça, là, okay? Mais la plupart des rappels alimentaires qu'on a eu face à cette bactérie-là, les rappels alimentaires même ici au Canada, là, en fait, il y a eu un rappel même chez Costco l'année dernière pour cette infection-là. Donc, dans les préparations pour les enfants, okay, la bactérie peut aussi développer. Donc, on doit avoir une surveillance accrue de ces produits-là pour éviter que des enfants soient atteints. Campylobacter, c'est souvent l'espèce Jejuni, donc bacille gram-, d'une forme un petit peu incurvée. Cette bactérie-là, c'est particulier, elle est micro-aérophile. Et ça, c'est important de le savoir et de s'en rappeler parce que si vous faites des tests pour détecter, identifier cette bactérie-là, il faut toujours placer, par exemple, vos géloses, okay, ou vos milieux de culture dans une jarre dans laquelle on va créer une micro-aérobiose. Donc, on va vouloir faire descendre le niveau d'oxygène à 1 à 5 %. Cette concentration-là est parfaite pour ces bactéries-là. Si on en a plus, les bactéries meurent. Si on n'en a pas assez, les bactéries ne se développent pas. Donc, ça prend une concentration précise. C'est une infection dans ce cas-ci qui est invasive, fébrile, donc qui cause de la fièvre, okay, et parfois mortelle. Donc, on voit ici là, les détails de ce qui va se produire au niveau de l'intestin. Donc, la bactérie attaque la muqueuse, peut y pénétrer, ça provoque des réactions inflammatoires graves. En ayant des réactions inflammatoires graves, l'intestin va avoir libération d'eau, puis si on libère de l'eau dans l'intestin, ben, ça va purger, puis ça va, vous allez le libérer dans vos selles liquides.
De quoi je dois me méfier? Donc, les viandes qui ne sont pas cuites suffisamment. Encore une fois, faire attention à la contamination croisée là, par des couteaux, ustensiles quelconques. Le lait non pasteurisé. Hey, depuis le temps qu'on parle de viande et de lait non pasteurisé, là, faites attention à ça. Dans les mollusques crus, puis même dans de l'eau contaminée. On pourrait avoir des problèmes. Ici, je montre, bon, il y a différents, encore une fois, kits d'analyse pour aller jeter un coup d'œil. Les conditions de croissance, ça c'est super important. Donc, micro-aérophile et une température un petit peu plus élevée que 37 degrés Celsius. Parce que la plupart des bactéries vont se développer très bien à 37 degrés Celsius, donc la température du corps humain. Mais celle-ci, si on veut la faire croître de façon optimale, on la met en micro-aérophilie et à 42 degrés Celsius. Des vibrios, donc des petits bassins incurvés, anaérobies facultatifs, mésophiles, donc eux poussent bien à 37 degrés Celsius et vont être très rapidement détruits par la chaleur. Okay? Ce sont pour la plupart les vibrios des bactéries halophiles, donc qui tolèrent bien le sel, ce qui veut dire que ça peut être des bactéries qu'on va retrouver dans l'eau de mer. Okay? D'ailleurs, l'espèce ou les espèces qui sont ici, Vibrio para hemolyticus ou vulnificus, vont se retrouver dans les poissons, fruits de mer contaminés. C'est une infection qui est fréquente au Japon. Pourquoi? Ben, à cause de la consommation de poissons crus, de sushi ou de fruits de mer. Donc, ça va être une infection qui est plus commune. Souvent, on pourrait se dire, ben, pourquoi juste au Japon? Pourquoi pas au Canada? Souvent, au Canada, les poissons qui sont utilisés pour faire des sushis vont passer par un cycle de congélation. Et par la congélation, on peut tuer les bactéries puis tuer peut-être même les petits parasites, les petits vers qui pourraient se retrouver dans la chair du poisson. Donc, quand le poisson est dégelé et qu'on en fait un sushi ici, les risques de contamination sont quand même un petit peu plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, mais contrairement par exemple au Japon où on pourrait avoir un poisson frais qui sort littéralement du bateau et un chef l'apprête et fait un sushi avec, bien là, il n'y a pas eu de cycle de congélation, puis les personnes ont plus de chances d'être malades. Vibrio choléré, lui, est halophile facultatif, donc il peut survivre très très bien dans l'eau douce aussi. Puis lui, ben, il cause le choléra. Puis le choléra, dans le fond, c'est que lorsque vous ingérez la bactérie va libérer des petites toxines qui vont irriter votre paroi intestinale et encore une fois, il va y avoir libération d'ions, ça peut être du sodium, du potassium, du chlore, plein d'affaires qui sortent de votre intestin. L'eau va suivre par osmose et à ce moment-là, encore une fois, il y a de l'eau dans votre intestin, bien, vous allez purger. Et là, on parle, c'est spectaculaire, là, de 10 à 20 litres de diarrhée par jour. Donc, on se déshydrate extrêmement rapidement. Puis là, c'est pas juste de dire, OK, je vais boire mon Gatorade ou une boisson quelconque, puis je vais me réhydrater comme ça. Non, ça va être un aller direct vers la sortie. Donc, souvent, pour réhydrater les personnes, ça prend une intraveineuse, puis peut-être des traitements antibiotiques aussi pour tuer les bactéries pendant que la réhydratation se fait. Des épidémies récentes qui ont eu à choléra. Il y a eu l'épidémie de choléra à Haïti suite au tremblement de terre qu'il y avait eu il y a peut-être 8-10 ans. Donc, on avait envoyé des casques bleus pour aider les gens qui étaient affectés là-bas, mais il y a des casques bleus, là je ne vais pas nommer le pays parce que je ne me rappelle pas précisément c'était lequel, mais un pays d'Asie qui sont, je pense que c'était le Népal, sous toute réserve, qui sont arrivés là, qui voulaient aider, qui voulaient bien faire, mais il y avait des porteurs des bactéries du choléra. Ça a été libéré dans l'environnement, il y a des personnes qui se sont contaminées, parce qu'il faut s'imaginer, si tu perds 10 à 20 litres de diarrhée par jour, puis les canalisations, les tuyaux qui amènent l'eau potable ont été détruits par le tremblement de terre, il n'y a plus d'infrastructure, donc là tu prends l'eau où tu le peux, dans un ruisseau, etc. Puis les gens vont peut-être faire leurs besoins en amont. Bref, je ne veux pas vous faire vous lever le cœur avec tout ça, mais les gens se sont contaminés, puis ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de morts. Puis il y a aussi au Yémen, présentement, encore aujourd'hui, avec toute la guerre qui sévit là-bas, puis les problèmes, encore une fois, d'accès à l'eau potable, aux infrastructures et tout, il y a encore beaucoup de monde qui meurt du choléra. C'est assez épouvantable là, quand on voit les images. Là. Vous pouvez aller sur Internet, googler Yémen, choléra, puis c'est d'une grande tristesse de voir tout ce qui se passe là-bas. Leptospira. Cette bactérie-là va être véhiculée par l'urine de rongeurs. Et si vous mangez de la nourriture ou buvez de l'eau qui a été contaminée par cette urine-là, ben, vous pourriez avoir des problèmes.
Leptospira, on le voit, c'est une bactérie qui a une forme particulière en forme de tire-bouchon, gram négatif, mobile, et aérobie. Dans les cas les plus graves, on peut finir par peut-être même en mourir, c'est dangereux. Là, il y avait eu on va dire des mythes ou des légendes urbaines qui disaient que dans les usines, par exemple, où on fait de la boisson gazeuse, là où on fait de la viande, pas de la viande, mais de la nourriture en conserve, il y a des rats qui sont présents là-dedans, puis les rats vont uriner, fait qu'il va y avoir de l'urine séchée sur le dessus de la canne de conserve ou sur le dessus de votre bouteille d'aluminium de boisson gazeuse. Donc, si vous buvez directement à la canette, vous pourriez avoir la leptospirose. Donc, pour ceux qui ont peut-être déjà écouté l'émission Mythbusters, ils avaient fait un reportage là-dessus. Fait que je vous ai mis le lien. Vous pourrez aller le voir. C'est divertissant et c'est bien fait en même temps. C'est qu'ils ont fait des études pour essayer de détecter la présence de la bactérie sur des canettes de boissons gazeuses. Puis ils ont même fait des contrôles, on va dire des contrôles positifs. Là. Puis les chances que vous soyez malade en buvant directement sur la canette sont très faibles. Okay? Par conscience, vous pouvez laver votre canette ou juste la passer à l'eau, frotter un peu, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Okay? Moi, je le fais, ne serait-ce que pour enlever de la poussière, peut-être autre chose. Là. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de danger d'attraper la leptospirose juste en buvant dans une canette, soit de bière ou de boisson gazeuse. En fait, vous avez plus de chances d'attraper la leptospirose, non pas par la bouffe, mais par une blessure de votre peau. Puis la bactérie rentre par là. Mais quand même, sachez que ça existe, leptospirose. L'intoxication à l'histamine, maintenant, ça c'est particulier. Certains poissons, certaines chairs de poissons sont riches en un acide aminé qu'on appelle l'histidine. Puis l'histidine, quand il y en a beaucoup, certaines bactéries vont en raffoler, puis vont la dégrader. Et ça va provoquer l'apparition de composés toxiques lorsque vous les mangez. Autrefois, là, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, là, on appelait cette maladie-là une intoxication par les scombroïdes. Pardon, de la misère à parler. Donc, ce sont certains types de poissons comme le thon, maquereau, le mahi-mahi. Ces poissons-là contiennent beaucoup d'histamine. Donc, les bactéries qui s'y développent pourraient attaquer l'histidine puis en provoquer justement provoquer des modifications qui rendraient le produit plus dangereux. D'autres causes, d'autres endroits où on peut être infecté ou affecté, je devrais dire, par une intoxication d'histamine, c'est certains fromages. Il y a même d'autres poissons, puis des aliments riches en histidine, peu importe la source, qui peuvent nous rendre malades. Il faut faire attention, ne pas confondre cette intoxication-là à une réaction allergique, parce que quelqu'un pourrait avoir des symptômes similaires. Donc, on parle de rougeur, d'œdème. Donc, l'œdème, c'est de l'inflammation. On gonfle un petit peu. L'urticaire, donc la peau à pic ou quoi que ce soit, bouffée de chaleur. Donc, il faut faire attention entre intolérance, intoxication puis allergie, là, juste pour faire un petit rappel. Donc, l'intoxication, c'est vraiment une molécule toxine ou toxique qui vous affecte. Une allergie, c'est votre système immunitaire qui répond à quelque chose qu'il considère comme étant étranger. Donc, ici, c'est vraiment le système immunitaire, ça, c'est la molécule elle-même. Puis, intolérance, donner un exemple, intolérance au lactose. Tu n'es pas allergique nécessairement au lactose. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de dégrader ce sucre-là. Et si toi, tu n'as pas les enzymes pour le dégrader, souvent, ce qui va arriver, c'est que ce sont les bactéries qui vont le faire pour toi. Et en le faisant pour toi, elles vont libérer des gaz. Puis là, quelqu'un qui est intolérant au lactose le sait. Si vous mangez des produits laitiers, vous allez avoir des problèmes digestifs, des gaz, des crampes, des choses comme ça. Donc, intolérance, intoxication et allergie, pas la même chose. Ça termine ce chapitre. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai passé peut-être rapidement. Prenez le temps de peut-être faire un tableau synthèse des différents types de bactéries, des symptômes, quels sont les aliments qui vont être impliqués, puis comment peut-être on peut le traiter ou comment on peut détecter et identifier ces bactéries-là. Donc ça, c'est un survol. Prenez le temps aussi de lire le chapitre de votre volume. Donc, juste pour compléter, là, vous avez votre glossaire, faites-le. Un petit vidéo sur les intoxications alimentaires, c'est super bien fait. Allez jeter un coup d'œil. C'est 25 minutes. Encore une fois, dans votre manuel. Vous ne l'avez pas acheté pour rien, ce manuel-là. Je veux que vous lisiez les chapitres en lien avec ce qu'on vient de voir. Je veux que vous répondiez aux questions situées à la fin. Ça va vous être utile. Et comme je le disais,
Faites un tableau synthèse, okay, avec les différentes colonnes qui pourraient être là. Donc, ça va vous aider à bien assimiler la matière et à bien la comprendre. Et dernière chose, là c'est peut-être compliqué d'avoir accès à la bibliothèque, mais si vous le pouvez, ce manuel-là, Bactériologie alimentaire, okay, j'ai même mis la cote si vous voulez sauver du temps. Donc, vous pouvez aller l'emprunter à la bibliothèque. Il y a plein d'informations complémentaires sur ce qu'on vient de voir. C'est plus complet. Okay? Comme je vous ai dit, là, ce petit segment-là de cours, on pourrait en faire une année, ou même plusieurs années complètes juste là-dessus, juste sur l'identification des bactéries, sur les tests que peut-être utiliser. Donc, si vous voulez en savoir plus, ou si jamais un jour vous avez un stage et vous devez identifier une bactérie dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, bien ça, c'est peut-être un manuel qui est intéressant là, pour aller chercher de l'information supplémentaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous me contactez, ça me fait toujours plaisir. Bonne fin de journée.